Ce que vend vraiment un commercial. Le commerce, c'est l'art de résoudre une souffrance. Chapitre 1. Ce que vend vraiment un commercial. On croit qu'il vend un produit. En réalité, il vend d'abord la fin d'un inconfort. Pendant longtemps, on a raconté le commerce de la mauvaise manière. On a dit vendre, c'est convaincre, vendre, c'est argumenter, vendre, c'est closer. Bien sûr, tout cela existe, mais ce n'est pas le cœur du sujet, pas le vrai. Le commerce ne commence pas quand quelqu'un parle, il commence quand quelque chose pèse chez quelqu'un d'autre. Au fond, il ne commence pas avec un produit, il commence avec une gêne, une difficulté, une perte de temps, une incertitude, une fatigue, une peur du mauvais choix, une impossibilité d'agir seul. Et tant qu'on ne part pas de là, on comprend mal ce qu'un commercial vend réellement. Le commerce, c'est l'art de résoudre une souffrance du client. Il faut l'entendre au sens large, ce qui pèse, ce qui bloque, ce qui ralentit, ce qui inquiète, ce qui coûte, ce qui empêche de décider. Souvent, le client ne formule même pas cette gêne avec précision. Il dit simplement « ça devient compliqué, ça prend trop de temps, on n'est pas sûr, on repousse, on hésite, on bricole, et c'est déjà beaucoup ». Une entreprise n'achète pas un logiciel parce qu'elle aime les interfaces. Elle l'achète parce qu'elle ne supporte plus ce que son désordre lui coûte. Un particulier n'achète pas une assurance parce qu'il aime les contrats. Il l'achète parce qu'il ne supporte pas l'idée d'un risque à nu. Un client n'achète pas une cuisine équipée parce qu'il adore les devis. Il l'achète parce qu'il veut mettre fin à une gêne quotidienne ou accéder à une image de vie meilleure. Le produit n'est que la forme visible. Le vrai moteur, c'est la tension qu'il vient apaiser. Le commerce n'est pas d'abord un échange de caractéristiques contre un paiement, c'est un transfert de poids. Dit autrement, on ne vend pas seulement des produits, on vend des soulagements, des simplifications, des garanties, des raccourcis, des protections, des promesses de maîtrise. Voilà pourquoi le commerce a longtemps capté de la marge, non pas parce qu'il parlait mieux que les autres, mais parce qu'il retirait de vraies douleurs du marché. Voilà la vérité historique du commerce. Il a longtemps été la médecine pratique des imperfections du marché. Le commerce prospère là où le marché laisse des échardes. Et cette image mérite d'être gardée jusqu'au bout, parce qu'elle permet de comprendre ce que l'IA va faire au métier. Une médecine qui ne soigne plus aucune douleur réelle finit toujours par apparaître pour ce qu'elle est, un rituel inutile. Une médecine qui traite encore les douleurs profondes, elle, garde sa place. C'est cette montée qu'on va suivre, de l'accès au conseil, du conseil à l'orchestration, et peut-être de l'orchestration vers quelque chose de plus exigeant encore, l'art de faire décider un humain ou une organisation quand même l'information ne suffit plus. Chapitre 2. Les 5 douleurs du marché. Pendant des siècles, le commerce a été payé pour rendre supportable un monde où acheter était difficile, lent, opaque et risqué. Il faut maintenant être plus précis. Si le commerce résout une souffrance, laquelle exactement ? En réalité, il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs. Et c'est en les distinguant qu'on comprend pourquoi certaines formes de vente disparaissent pendant que d'autres montent en valeur. Tant qu'on met tout cela dans un même sac, on ne voit qu'une chose floue, le commercial. Dès qu'on sépare les douleurs, on voit apparaître autre chose, des fonctions distinctes, des rentes différentes et donc des fragilités différentes. À partir de là, le métier cesse d'être un bloc, il devient une carte de vulnérabilité. La première, c'est la souffrance de recherche. Le client ne souffre pas d'abord de manquer d'envie, il souffre de ne pas savoir où regarder. Il ignore qui vend, où, à quel prix, dans quel délai, avec quelle qualité. La deuxième, c'est la souffrance de compréhension. Beaucoup d'achats échouent moins par irrationalité que par traduction ratée. Même quand l'offre est là, encore faut-il la comprendre. La troisième, c'est la souffrance de comparaison. Comparer, ce n'est pas aligner des cases, c'est hiérarchiser ce qui comptera après la signature. La quatrième, c'est la souffrance de décision. C'est souvent là que l'achat se bloque, non pas faute d'information, mais faute de courage distribuable. Dans beaucoup d'achats, surtout en B2B, le vrai blocage n'est pas le manque d'information, c'est le coût du oui. La cinquième, enfin, c'est la souffrance d'exécution. Beaucoup de ventes meurent après la signature, dans ce cimetière
tiers très banal qu'on appelle la mise en œuvre. Et l'on pourrait ajouter une sixième douleur, plus profonde encore, la souffrance de responsabilité, surtout dans le B2B. Un dirigeant, un acheteur, un directeur des systèmes d'information n'achète pas seulement une solution. Il engage sa réputation, parfois sa carrière, toujours sa crédibilité. Voilà pourquoi le commerce a longtemps pu absorber une belle partie de la marge. Il ne vendait pas seulement une solution, il absorbait du frottement. Recherche, compréhension, comparaison, décision, exécution, responsabilité. Tant que ces douleurs sont fortes, le commerce a de la valeur. Mais à partir du moment où une infrastructure plus efficace vient calmer l'une d'elles, le commerce doit abandonner cette rente et remonter vers la douleur suivante. Chapitre 3. Internet a cassé la première rente. Avant l'intelligence artificielle, le grand choc du commerce, c'était déjà la perte du monopole sur l'information et sur l'accès. On parle beaucoup de l'IA comme d'une rupture absolue. C'est tentant, c'est même parfois vrai. Mais, sur le commerce, la grande dislocation a commencé bien avant. Le premier choc n'a pas été l'IA. Le premier choc, c'est Internet. Internet a cassé la souffrance de recherche. Soudain, trouver une offre ne demande plus le même effort. Ce qui était rare devient visible. Ce qui était local devient global. Ce qui dépendait d'un réseau de distribution ou d'un vendeur devient consultable depuis chez soi, à minuit, sans pression, sans rendez-vous, sans déplacement. Et avec cette visibilité nouvelle, la première rente du commerce commence à se dissoudre. Celle du gardien de porte. Pendant très longtemps, le vendeur a été un péage. Ce n'était pas forcément immoral, c'était simplement la structure technique du monde. Pour atteindre l'offre, il fallait passer par lui. Mais quand la route devient publique, le péage devient difficile à justifier. Puis vient le deuxième choc, le e-commerce. Là, ce n'est plus seulement l'information qui devient accessible, c'est la transaction elle-même qui s'automatise. Le produit peut être trouvé, comparé, commandé, payé, suivi, parfois retourné, sans intervention humaine. Une partie du travail commercial est absorbée par le site, par la logistique, par la recommandation, par la fiche produit, par le tunnel de conversion. La vente de commodités entre alors dans une zone de compression brutale. Tout ce qui est standardisable, comparable, fréquentable sans peur excessive, bascule peu à peu hors du commerce incarné. Ce n'est d'ailleurs pas seulement la distribution de détail qui le montre. La banque de détail l'a vécu à sa manière. Pendant longtemps, l'agence bancaire a été un petit théâtre de la décision ordinaire. On y venait pour comprendre, arbitrer, signer, obtenir une réponse, rencontrer quelqu'un. Puis la digitalisation a mangé les gestes simples. Résultat, le commercial bancaire en agence ne disparaît pas complètement, mais il cesse de vivre du transactionnel de base. Il remonte, lui aussi, vers les moments où l'argent redevient anxieux. Le crédit, le patrimoine, les événements de vie, les arbitrages sensibles. L'histoire est la même partout. Ce qui n'ajoute plus assez de valeur humaine au regard de la friction technique tend à être absorbé. Le commerce n'est pas supprimé parce qu'il serait devenu inutile par principe. Il est supprimé là où son rôle est devenu plus cher que la douleur qu'il soulage. Dit autrement, si une interface retire l'essentiel de la douleur de recherche, de comparaison et de transaction, alors maintenir un dispositif humain coûteux sur la même zone devient difficile à défendre. Voilà pourquoi la marge commerciale s'évapore doucement sur certaines couches. Et c'est ici qu'une erreur classique apparaît. On observe cette évaporation et l'on conclut que le commerce va mourir. C'est une mauvaise lecture. Ce qui meurt, ce n'est pas le commerce. C'est la partie du commerce qui vivait de douleurs désormais soignées par l'infrastructure. Le commerce, lui, remonte. Il abandonne les zones où l'accès suffit et se redéploie là où l'incertitude reste épaisse. Toute l'histoire récente du commerce peut se lire ainsi, comme une fuite vers l'amont de la difficulté humaine. Si l'on suit ce fil historique, on voit apparaître trois âges du commerce. Le premier est un commerce d'accès. Le vendeur vaut parce qu'il détient le produit, le lieu, le réseau, l'information. Le deuxième est un commerce de conseil. Quand l'accès se démocratise, le vendeur doit justifier sa présence autrement. Il explique, compare, rassure, filtre la complexité. Il devient moins gardien et davantage traducteur. Puis vient un troisième âge, celui dans lequel nous entrons vraiment, le commerce d'orchestration. C'est là que le métier cesse d'être surtout une affaire d'information pour devenir de plus en plus une affaire de décision. Dans ce monde-là, le client a déjà vu énormément de choses avant de parler à quelqu'un. Il a lu, comparé, benchmarké, demandé à ses pairs, interrogé le web, parfois déjà interrogé une IA. Il n'arrive plus devant un vendeur comme devant un détenteur de vérité. Il arrive saturé d'informations, parfois confus, presque toujours traversé par une question plus difficile que l'accès à l'offre. Qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est là que le métier se déplace. Le commercial de valeur n'est plus seulement celui qui connaît son produit. C'est celui qui sait où se cache, dans une décision, la vraie résistance. Celui qui comprend que le vrai blocage n'est pas le prix affiché, mais le risque politique d'un mauvais choix. Celui qui voit que le problème n'est pas l'intérêt de la solution, mais l'absence d'alignement entre les métiers, l'informatique, les achats et la finance. Dans les ventes complexes, les bons commerciaux ressemblent davantage à des designers de décision. Ils construisent le chemin praticable entre un problème diffus et une décision soutenable. Il faut ajouter ici un point que beaucoup de discours commerciaux aiment oublier.
Dans le B2B contemporain, le problème n'est pas seulement que l'acheteur est mieux informé. Le problème, c'est qu'il achète de moins en moins seul. Les décisions passent par des comités, des circuits de validation, des arbitrages juridiques, financiers, opérationnels. Et plus le nombre d'acteurs augmente, plus la vente ressemble à un exercice de coalition. Le commercial ne convainc plus une personne. Il doit rendre compatibles plusieurs rationalités à la fois. Dans beaucoup de ventes, il ne vend pas une offre, il fabrique une coalition. C'est aussi pour cela que tant de deals se bloquent alors même que le produit paraît pertinent. Ce n'est pas que personne n'y croit, c'est que personne ne veut porter seul le coût du oui. Et là, le métier commercial redevient très concret. Il faut reformuler pour chacun, réordonner les priorités, produire des preuves différentes selon les interlocuteurs, réduire la complexité sans mentir, créer non pas seulement de l'intérêt, mais de l'alignement. Il faut maintenant regarder l'IA de plus près, parce que ce qu'elle change dans la vente n'est pas seulement quantitatif, c'est qualitatif. Le numérique avait surtout automatisé des canaux. L'intelligence artificielle, elle, commence à s'attaquer à autre chose, à la médiation cognitive elle-même. Chercher, résumer, comparer, classer, reformuler, préparer, recommander, documenter, personnaliser, relancer. Autrement dit, l'IA ne se contente plus d'ouvrir la route, elle commence à conduire une partie du trajet intellectuel. Dans beaucoup d'organisations commerciales, cela se voit déjà. Les rendez-vous se préparent plus vite, les comptes sont enrichis automatiquement, les mails de relance se génèrent en série, les comptes rendus d'appel se rédigent seuls, les outils de gestion commerciale se remplissent presque sans effort, les propositions se standardisent, les signaux faibles sont détectés plus tôt. Tout cela est bien réel, mais la bonne lecture n'est pas de dire le commercial gagne du temps. La bonne lecture est de dire une partie des douleurs cognitives qu'il soulageait ou portait lui-même est en train d'être absorbée par la machine. Prenons les choses par couche. En B2C de commodité, la trajectoire est claire. Recherche, comparaison, recommandation, transaction, suivi, tout tend vers l'automatisation. En B2B marché intermédiaire, l'effet est plus nuancé, mais réel. La prospection de base, la qualification initiale, la documentation, la préparation, les variantes de messages, une partie du pricing et du suivi sont attaquées. En revanche, en grand compte complexe, dans les ventes longues, les environnements régulés, la logique change. L'IA y est puissante, mais surtout comme amplification de l'analyse, de la préparation, de la visibilité. Elle ne prend pas facilement à son compte le travail de négociation politique, de coalition interne et de prise de responsabilité mutuelle. Plus l'achat engage l'organisation, moins la machine conclut seule. C'est ici qu'il faut dire quelque chose de très simple. L'IA ne tue pas d'abord le commercial. Elle tue d'abord les douleurs qui justifiaient les formes faibles du commerce. Et les formes faibles du commerce, ce sont lesquelles? Celles qui vivent de la répétition, de la description, de la reformulation standard, de l'accès documentaire, du message interchangeable, du reporting manuel, de la relance de routine. Ce qu'elle laisse intact ou qu'elle rend même plus précieux, c'est tout ce qui touche au jugement, à la responsabilité, à l'ambiguïté, au rapport de force, à la confiance, au courage de décider. L'IA fait au commerce quelque chose d'assez simple. Elle baisse le plancher et relève brutalement le plafond. La réponse est donc exigeante. Il reste le vrai commerce, celui qui aide à arbitrer quand les coûts sont politiques, pas seulement financiers. Celui qui aide à tenir une valeur face à des achats équipés de leurs propres outils d'analyse. Celui qui aide à porter un changement dont personne ne veut être le seul garant. Autrement dit, plus la machine devient bonne sur le simple, plus l'humain est renvoyé vers le difficile. Chapitre 6. Le commercial augmenté. Les meilleurs n'attendent plus seulement des leads, des slides et des éléments de langage. Ils commencent à construire eux-mêmes une partie de leur propre machine de vente. C'est probablement ici que se joue la vraie bifurcation du métier. Tous les commerciaux ne vont pas devenir plus forts grâce à l'IA. Ce serait une vision naïve. En réalité, l'IA risque de faire apparaître, avec plus de netteté encore, la différence entre ceux qui exécutent un dispositif et ceux qui savent en construire un, entre ceux qui attendent une machine et ceux qui apprennent à s'en faire une. Le commercial augmenté, dans sa version la plus intéressante, n'est pas seulement un commercial aidé par un copilote. C'est un vendeur qui arrête d'attendre l'organisation et qui commence à s'équiper comme une organisation légère. Avant, la chaîne était plus nette. Le marketing produisait les contenus, les équipes d'opération commerciale enrichissaient les bases, les équipes de prospection prospectaient, l'avant-vente aidait à la qualification technique, le management formait les angles, les équipes de suivi client prenaient le relais après. Ce monde ne disparaît pas complètement, mais ses frontières deviennent plus poreuses. Les meilleurs commerciaux savent déjà faire beaucoup plus eux-mêmes. Ils identifient des signaux de compte, ils enrichissent leurs cibles, ils fabriquent des micro-arguments sectoriels, ils réécrivent des messages adaptés à un contexte précis, ils génèrent des mini-cas d'usage chiffrés, ils synthétisent des appels, ils surveillent leurs comptes. C'est un changement profond, parce qu'il fait passer le commercial d'un statut d'utilisateur d'un système de vente à celui d'opérateur local de ce système. Le bon angle n'est pas
pas de dire que le marketing ne sert plus. Ce serait faux. Le marketing garde l'infrastructure, la marque, la cohérence, les actifs communs, les preuves globales. Mais le commercial augmenté apporte autre chose. La précision, la contextualisation, l'adaptation vivante, l'intelligence de terrain. Le marketing produit le langage commun, le commercial augmenté produit le dialecte pertinent pour un compte, une verticale, un instant. Et ce déplacement change la nature même de l'excellence commerciale. Hier, elle pouvait encore être principalement performative. Énergie, intensité, présence, talent relationnel. Demain, elle devient aussi architecturale. Il faudra savoir composer un dispositif, choisir les bons outils, enchaîner les bons niveaux de preuve, construire un micro-environnement de décision autour d'un compte. Il y a là une immense opportunité et un immense risque. L'opportunité, c'est une hausse d'autonomie sans précédent pour les meilleurs. Le risque, c'est le bruit. Plus d'outils ne veut pas dire plus de jugement. Beaucoup vont industrialiser leur médiocrité. Voilà pourquoi l'IA ne va probablement pas homogénéiser les performances. Elle va plutôt suraugmenter les meilleurs et rendre les faiblesses des autres plus visibles. Autrement dit, elle élève les forts et désalie les faibles. Le grand commercial de demain sera peut-être moins reconnaissable à son charisme brut qu'à sa capacité à construire une petite machine commerciale autour de ses comptes. Moins gladiateur, davantage architecte. Chapitre 7. La deuxième machine arrive, l'acheteur augmenté. Le futur de la vente ne se joue pas seulement du côté du vendeur, mais aussi du côté du client qui apprend, lui aussi, à se faire assister. Il y a un angle que beaucoup sous-estiment encore. On parle beaucoup de l'IA du commercial, des assistants de vente, des assistants commerciaux, très bien. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est l'IA de l'acheteur. Et c'est elle qui empêche tout le récit de rester centré sur le vendeur. Parce que le client, lui aussi, va être augmenté. Il pourra demander à une machine de comparer des offres, de résumer des différences, de lire un contrat, de détecter une clause défavorable, de benchmarker un prix, de préparer des questions, de simuler des scénarios, de challenger un cas d'usage chiffré. Cela change brutalement l'équation. Dans beaucoup de parcours B2B, une énorme partie du travail mental se fait désormais avant la rencontre avec un vendeur. Le commercial entre plus tard dans la scène, et souvent dans une scène déjà encombrée. Pendant longtemps, l'avantage du vendeur moderne pouvait encore venir d'une meilleure organisation de l'information. Demain, cette supériorité informationnelle va devenir beaucoup plus difficile à défendre parce que les deux côtés de la table seront assistés. Dans les ventes simples, cela accentue la pression vers l'automatisation complète. Mais dans les ventes complexes, le phénomène est plus subtil. Quand les deux camps sont mieux informés, mieux armés, mieux préparés, le débat ne devient pas plus simple, il devient plus stratégique. Les marges de manœuvre faciles disparaissent, les approximations se payent plus cher, les promesses creuses se voient plus vite. Dans un monde où tout le monde peut produire un argument correct, la rareté ne sera plus l'argument, ce sera la crédibilité. On pourrait dire les choses autrement. Hier, le client arrivait parfois désarmé. Demain, il arrivera équipé. Et quand les deux côtés de la table auront une machine, la différence se fera moins sur l'accès aux arguments que sur la capacité à tenir une décision vivable. Plus la vente est assistée des deux côtés, plus elle se concentre sur ce qui résiste à la symétrie algorithmique, la responsabilité, le contexte, la politique, la confiance, le courage du choix. Ce point est dur, mais il est central. L'acheteur augmenté n'élève pas mécaniquement tous les vendeurs. Il élève le niveau minimal de crédibilité exigé. Il ne rend pas tout le monde meilleur, il rend le flou plus coûteux. Chapitre 8. Ce qui restera. L'intelligence artificielle ne tue pas le commerce, elle retire au métier le droit de vivre encore de friction qu'elle s'est désormais absorbée. Alors, où va le commercial à 5 ou 10 ans ? La réponse la plus honnête est à la fois simple et exigeante. Il va là où la souffrance du client n'est pas encore absorbée par l'infrastructure. Il quitte les zones où l'information suffit. Il quitte les zones où la comparaison suffit. Il quitte les zones où un tunnel de conversion bien fait suffit. Il monte vers les zones où il faut encore comprendre ce qui se joue vraiment. Vers les zones où quelqu'un doit encore prendre sur lui une part d'incertitude. Vers les zones où la décision est plus difficile que l'information. Le commercial du futur ne sera donc pas seulement plus digital, il sera plus responsable, plus outillé, oui, plus autonome, souvent, mais surtout plus exposé à une question décisive. Quelle valeur humaine apportes-tu là où la machine est déjà bonne ? On verra mieux ce qui est du bruit, on verra mieux ce qui relève d'une simple chaîne de tâches et ce qui relève d'un vrai travail de réduction de risques et de création de décisions. L'IA ne va pas seulement automatiser, elle va clarifier. Si je devais le dire le plus simplement possible, ce serait ceci. Le commercial de demain ne survivra pas parce qu'il est humain. Il survivra s'il reste utile exactement là où l'automatisation laisse encore du vertige. Cela peut être la douleur de l'arbitrage, la douleur du changement, la douleur de la responsabilité, la douleur de la coordination, la douleur du passage à l'acte. Et tant qu'il restera des décisions dont le coût humain excède le coût informationnel, il restera une place pour une forme exigeante de commerce. Le commerce n'est pas l'art de parler d'une offre, c'est l'art de rendre une décision supportable.
On n'achète presque jamais seulement un produit, on achète une manière moins coûteuse de continuer à vivre avec un problème. Tant que des humains et des organisations devront décider dans l'incertitude, il y aura du commerce. Mais ce commerce-là sera plus rare, plus tendu, plus assisté, plus technique dans sa préparation, plus politique dans son exécution, plus responsable dans sa promesse. Le vendeur de demain ne sera plus le gardien de la porte, il ne sera même plus seulement le traducteur du produit. Il sera, quand il comptera vraiment, l'architecte d'une sortie acceptable à la souffrance du client. Et s'il faut une dernière phrase, une seule, pour tenir tout l'épisode, ce serait peut-être celle-là. Les machines prennent le simple, l'humain remonte vers le difficile. Plus les machines soignent les douleurs simples de l'achat, plus la valeur humaine remonte vers les douleurs profondes de la décision. C'est là que le commerce finit. Et c'est là aussi qu'il recommence. Vous écoutiez Ce que vend vraiment un commercial. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si ce contenu vous a apporté quelque chose, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. À très bientôt!